Allez, c'est parti pour un nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un mécanisme absolument fascinant. Comment nos sociétés parviennent-elles à apprivoiser la force brute? En fait, on va explorer l'architecture invisible qui maintient l'équilibre d'une nation, transformant un pouvoir potentiellement chaotique en une structure organisée et prévisible. Bref, l'heure est à l'analyse des fondations mêmes qui font tourner nos sociétés au quotidien. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette question vertigineuse. Comment une société évite-t-elle l'anarchie? C'est vraiment le défi ultime de toute civilisation. Imaginons des millions de personnes sur un même territoire. Inévitablement, les intérêts divergent et les conflits éclatent. Sans un cadre ultra solide, on bascule très vite vers la loi du plus fort. Avant même de parler de concepts juridiques, l'enjeu ici, c'est littéralement la survie et la paix au sein d'une communauté. Rien que ça. Ce qui nous amène à notre première grande étape, les fondements du droit. Et là, il faut casser un mythe. Le droit, ce n'est pas juste un immense catalogue d'interdits ou de punitions. Pas du tout. C'est avant tout l'outil ultime d'organisation. En fixant les règles du jeu, le droit agit comme un super clarificateur. Il balaye l'incertitude. Il dit clairement « voilà ce qui est permis, voilà ce qu'on attend de chacun, et voilà comment nos interactions doivent se dérouler pour maintenir un climat stable pour tout le monde ». Maintenant, si on utilise la technique de l'entonnoir pour y voir plus clair, on distingue deux grands univers. D'un côté, le droit interne, ça c'est un système en vase clos, il opère à l'intérieur des frontières d'un État souverain, avec ses propres règles, ses propres organes, et bien sûr, ses propres sanctions. De l'autre côté, le droit international. Là, on gère l'immense complexité des relations par-delà les frontières, que ce soit entre les États ou les individus de différentes nationalités. C'est une frontière géographique vraiment très nette. On continue de resserrer notre entonnoir au sein du droit interne. Et là, il se divise en deux branches. D'abord, le droit privé, qui gère les relations d'égal à égal, comme entre des particuliers ou des entreprises. Et ensuite, le droit public. Et c'est exactement là que notre sujet prend racine. Le droit public, c'est le domaine de la puissance publique. Ça encadre l'État, les régions et surtout, ces relations fondamentalement asymétriques entre la puissance publique et les simples citoyens. Et c'est ce qui nous plonge directement dans le cœur du réacteur, l'objet du droit constitutionnel. Cette citation des professeurs Prélot et Boulouis, elle est tout simplement magistrale. Écoutez bien la mécanique de ces trois verbes. S'acquiert, s'exerce et se transmet. C'est brillant. Ça montre bien que le droit constitutionnel n'est pas une vieille relique figée. C'est l'étude du cycle de vie complet du pouvoir politique. Comment on gagne la bataille pour le sommet, comment on l'utilise au quotidien, et surtout comment on finit par le céder de manière pacifique. Mais attention, de quel pouvoir parle-t-on au juste ? Le pouvoir politique, c'est ni plus ni moins que la capacité ultime de prendre des décisions qui s'imposent à tout le monde. C'est l'autorité pure, concentrée dans les mains de l'appareil dirigeant. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin du droit constitutionnel. Le problème brut est là. Une poignée de décideurs détient la capacité de diriger la vie de tout un groupe. Ce qui rend ce pouvoir potentiellement si dangereux, c'est son échelle monumentale. Un chef d'entreprise, son pouvoir s'arrête à la porte de son usine. Le pouvoir politique, lui, il est global. Il rayonne sur tout un territoire. Il s'applique à absolument tous les individus présents sur ce sol et il s'infiltre dans tous les domaines de la vie, de l'économie à l'éducation, en passant par la santé. Une force de frappe pareille requiert désespérément d'être encadrée. Parce qu'historiquement, il faut bien l'avouer, ce pouvoir n'avait aucune structure. C'était un pouvoir purement anarchique, collé à la volonté d'un seul chef, totalement arbitraire et changeant au gré de ses humeurs. Le véritable coup de génie de nos civilisations, le grand bond en avant, c'est le passage au pouvoir institutionnalisé. On a tracé une ligne rouge. La fonction de diriger est désormais séparée de la personne physique. On ne se soumet plus à un individu, mais à une institution. Le but de cette manœuvre est limpide, limiter les abus. En créant ces règles institutionnelles, on pose des barrières géantes. On empêche le pouvoir de se concentrer aveuglément entre quelques mains et donc on limite drastiquement le risque de tyrannie. C'est le bouclier protecteur par excellence. Cependant, ce n'est pas qu'une simple camisole de force pour les dirigeants. C'est un véritable processus de légitimation. En clair, quand les institutions sont créées avec l'accord de la population, un pacte tacite se forme. Si les dirigeants acceptent de jouer le jeu et de gouverner dans le cadre de ces institutions, la population considère qu'il est juste de leur obéir. Au final, on remplace la contrainte physique par une obéissance consentie. C'est la clé absolue de la paix sociale. Passons maintenant à notre dernière étape, l'évolution spectaculaire du droit constitutionnel au fil du temps. C'est fascinant de voir comment l'étude de ces règles a muté. Avant le XXe siècle, on était dans l'ère classique. On étudiait les textes et l'organisation sur le papier de manière très théorique.
Puis, au milieu du XXe siècle, grand tournant pratique. Avec l'arrivée de la science politique, on s'est mis à analyser comment ces institutions fonctionnent réellement sur le terrain. Enfin, on arrive à l'ère moderne, ou l'âge de la contestation. Propulsée par les idéologies des droits de l'homme et la multiplication des constitutions à l'échelle mondiale, la discipline a dû s'armer pour garantir que ces textes suprêmes soient concrètement respectés face aux dérives possibles. Ce qui nous propulse vers une réflexion finale incontournable. On a vu toute cette architecture brillante conçue pour encadrer la force la plus puissante d'une société. Mais une question redoutable persiste. Si le droit constitutionnel a pour mission de limiter le pouvoir politique, qui a l'autorité et la force nécessaires pour s'assurer que les puissants respectent bel et bien ces limites? C'est le paradoxe ultime, une interrogation vertigineuse qui ouvre la porte à de futures explorations sur la justice constitutionnelle et les contre-pouvoirs. Voilà une excellente matière à réflexion pour clore l'analyse d'aujourd'hui.